Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des Masters de Histoire et Journalisme de l'Université catholique de Lille. Nous sommes jeudi 12 mars et il est 18 h. Aujourd'hui au programme, on revient sur les actualités liées au coronavirus. Je suis en compagnie de Didier Van Peteghem, enseignant-chercheur, qui reviendra plus tard sur les effets économiques de cette pandémie. Nous avons échangé avec un étudiant mis en quarantaine depuis maintenant 13 jours, qui est revenu sur son expérience. Nous irons ensuite place de Riour parler de cette maladie oculaire grave, le glaucome. Nous sommes aussi allés sur le parvis de la Cato à la rencontre de l'association Magdala qui a ouvert un food truck. Mais tout de suite, on vous parle des municipales. Le premier tour des élections municipales aura lieu ce dimanche 15 mars. En pleine crise du coronavirus, les mesures sont prises pour éviter la propagation du Covid-19. Cathy Mingue et Thibaut Duquesne sont allés à la mairie d'Hellemmes. Ici, on se prépare de manière inédite à cette journée électorale. Dans ce bureau de vote d'Hellemmes, comme dans tous les bureaux à Lille, le défi est d'organiser les élections municipales dans un contexte marqué par le coronavirus. Alors on reçoit aujourd'hui notre livraison de stylos supplémentaires, de lingettes désinfectantes, de gel hydroalcoolique et de gants. Les consignes qu'on a, c'est en plus des consignes qui s'appliquent hors élection, c'est de toujours essayer de laisser des points d'eau avec du désinfectant ou du savon à disposition, c'est d'essayer de désinfecter entre les passages, de bien désinfecter avant l'ouverture du bureau de vote aussi, les poignées de porte, voilà les choses qui sont vraiment en contact régulier avec les mains des gens, etc. En plus des affiches pour sensibiliser et informer, les électeurs sont invités à amener leur propre stylo s'ils le souhaitent pour émarger le jour du scrutin. Dans les rues de Lille, les Lillois restent sereins et prévoient d'aller voter. Il faut faire attention au niveau de l'hygiène, se laver les mains à chaque fois, respecter les règles d'hygiène. Il ne faut pas céder à la panique non plus, voilà. Je pense que c'est dommage de se mettre des barrières par rapport à juste un coronavirus, par rapport à un enjeu si important et juste par une petite peur. À ce stade-là, c'est pas encore assez dramatique pour qu'on puisse ne pas aller voter, etc. Si on prend les précautions nécessaires, je pense que c'est totalement faisable et donc, comme c'est un devoir du citoyen, je pense qu'il faudrait le faire. Ce dimanche, 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur maire. Alors que la France s'apprêterait à passer au stade 3 de l'épidémie du coronavirus, Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20 h en direct de l'Élysée. Face à une progression très forte, près de 500 nouvelles contaminations en moins de 24 heures, le chef de l'État avait averti dès mardi que nous n'étions qu'au début de cette épidémie. Hier, l'OMS a requalifié le virus en pandémie, ce qui signifie qu'il s'est propagé dans le monde entier en l'absence d'immunité dans la grande majorité de la population. Comme tous les établissements scolaires, l'Université catholique de Lille souhaite faire face au virus et ralentir son introduction et sa propagation dans le pays. L'université communique donc sur les mesures à suivre en cas de doute d'infection et appelle ses étudiants circulant par les clusters à se placer en isolement à domicile. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel de la faculté. Dans l'Hexagone et selon les derniers compte, 2281 personnes sont contaminées en France. Difficile par contre d'estimer le nombre de personnes confinées. Depuis la fin février, des dizaines de milliers de personnes ayant traversé des foyers épidémiques ont dû s'imposer une période d'isolement. Joël Barre, 23 ans, étudiant en recherche LCE à l'Université catholique de Lille, est en confinement avec sa compagne à leur domicile et depuis 13 jours. J'ai pu m'entretenir avec lui cet après-midi. Il nous raconte cette période un peu compliquée et nous explique comment il s'est organisé pour suivre ses cours. À votre 13e jour, au dernier jour de l'isolement, comment ça s'est déroulé cette quarantaine ? Ça va, c'était un petit peu long, mais c'est nécessaire, donc c'est comme ça, après ça va. Comment est-ce que vous avez appris que vous deviez vous mettre vous-même en isolement ? Alors je suis allé sur Agora, le site de la Cato, et j'ai vu que si on avait été allé dans certaines villes précises, il fallait prévenir la Cato et s'isoler parce que c'était des villes considérées comme dangereuses. Et moi, je suis allé à Crépy-en-Valois et la Croix-Saint-Ouen en 2 jours, juste avant de rentrer. Donc, 2 villes dangereuses. Donc, j'ai envoyé un mail à ma responsable. Et voilà. C'était à quelle période de l'épidémie, cette visite à Croix et à Crépy ? Alors, Crépy, c'était en fait le jour même où un professeur de 60 ans est décédé à Paris. Il venait de Crépy et c'était ce jour-là. Donc, c'était pendant fin février, c'était le
le 28 février, il me semble. Quelles étaient les mesures que vous deviez respecter pendant cette quarantaine? Il fallait que j'évite de sortir. Et si je sortais, il fallait que je me lève les mains avant et après, avant de sortir et une fois que je suis rentré. Et je devais pas éviter de dire bonjour, donc faire la bise, serrer la main, voilà. Et prendre la température aussi, tous les jours normalement. Vous avez été à l'isolement pendant 14 jours avec votre copine. On est submergé d'informations en ce moment. Quel était votre état moral, psychologique pendant cette période? Déjà, heureusement qu'on était à deux, parce que je pense que tout seul, ça aurait été très difficile. Après, c'est sûr qu'on a vite tendance à psychoter un petit peu, puisqu'on en entend parler tous les jours, sur les réseaux sociaux, à la télé, voilà. Mais après, on a gardé le moral et je me suis dit que ça servait à rien de paniquer ou de psychoter, alors que finalement, ils n'avaient pas de symptômes, ma copine non plus, donc on évite de rester tous les deux. Et c'est sûr que c'est un peu plus compliqué puisqu'on peut voir personne. Alors nous qui sommes étudiants et qui vont sortir ou voir nos potes, voilà. Mais non, en général, ça va, on n'était pas non plus déprimés. Ça a été quoi une journée type pendant votre quarantaine? Je me levais tôt quand même, parce que je voulais garder un rythme. Et puis après, je bossais mes cours et puis des dossiers, parce que je suis en recherche, donc j'ai pas mal de dossiers à écrire. Et puis sinon, après, pas grand-chose. Voilà. J'ai bossé, j'ai regardé des films et puis je suis resté chez moi. Vous êtes un étudiant de l'Université catholique de Lille. Quel a été le suivi de la part de la faculté pour cette quarantaine? Très bien. Madame Lecoq, Caroline, qui s'occupe de nous, a été très gentille. Elle nous a transmis les DS, nos copies. Les cours ont été donnés par les camarades de classe. J'ai parlé aussi à des profs par mail, donc j'ai rien à dire, c'était très bien. En quelques semaines seulement, le coronavirus a fait chuter la production industrielle mondiale. Ce lundi a même été qualifié de noir sur les places boursières. En même temps, le cours du baril de pétrole a chuté de 25%, suivi d'un rebond dès le lendemain. L'économie mondiale semble être confrontée à une situation critique. Didier Van Peteghem, vous êtes enseignant-chercheur en économie à la FGES et vous êtes avec nous sur le plateau pour un entretien à propos des effets du coronavirus sur l'économie. Bonjour. Bonjour Nina. L'épidémie de coronavirus devrait provoquer un choc aussi grave que la crise économique et financière de 2008. C'est ce qu'ont annoncé Angela Merkel, chancelière allemande, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Comment réagissez-vous à cette déclaration? Alors, aussi grave, c'est trop compliqué de le dire aujourd'hui. Les conséquences de la pandémie ne sont pas faciles à anticiper précisément. Il est très clair qu'on aura un effet beaucoup plus important que ce qu'on a vécu avec le SRAS. Le SRAS, on a eu globalement à peu près 0,2% de la croissance mondiale qui ont été perdus. Aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des analystes estiment qu'on risque de perdre 0,5% de croissance. Donc c'est effectivement un impact non négligeable, voire très important. La crise financière était aussi une autre histoire. D'ailleurs, la réaction aujourd'hui de la BCE, donc de Christine Lagarde, a été de ne pas baisser ses taux d'intérêt, ce que n'ont pas fait les Américains. Et on sent bien que... Alors, elle ne pouvait pas baisser ses taux d'intérêt parce qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont tellement bas. Voilà, mais on sent bien que de toute façon, la réponse à la crise du coronavirus, elle ne se trouvera pas à la BCE. La BCE va pouvoir agir pour empêcher la crise de s'approfondir, mais elle n'est pas directement, je dirais, au cœur, comme c'était le cas de la crise financière. Et dans ce cas, est-ce qu'on a des raisons de vraiment s'inquiéter ? L'être humain a toujours des raisons de s'inquiéter. Je pense que sur la partie santé, les mesures qui sont prises aux quatre coins de la planète, et y compris en France, sont plutôt, entre guillemets, rassurantes. On voit qu'on se donne les moyens, évidemment, d'éviter la propagation de l'épidémie. Les conséquences en économie sont effectivement importantes. Alors pourquoi sont-elles importantes? Parce que l'économie n'aime pas les à-coups, l'économie n'aime pas l'incertitude. On voit bien aujourd'hui les marchés financiers ont dévissé. Ils ont dévissé pourquoi? Parce qu'il y a eu entre autres l'annonce de la BCE que je vous précisé tout à l'heure, qui ne baisse pas ses taux d'intérêt. Et puis il y a aussi la décision des Américains d'interdire, permettre aux Européens d'aller aux États-Unis. Donc on voit bien que ça va avoir des conséquences économiques immédiates, entre autres sur les grandes compagnies aériennes. Et ça, c'est le don de faire flamber les marchés.
Aujourd'hui, fait historique, le CAC 40 a chuté de 12,28%. Est-ce que le coronavirus aurait pu précipiter cette décroissance, ce ralentissement de la croissance ? Le coronavirus, forcément, va contribuer à ralentir la croissance. C'est une quasi-certitude. Tout va dépendre d'ailleurs de l'impact sur, je pense, la réaction des êtres humains, des citoyens. Je pense qu'il faut réussir à raison garder. On se pose la question de la rationalité des marchés financiers. C'est entre autres des questions de la crise de 2008. Maintenant, il ne faut pas que vienne s'ajouter une non-rationalité des êtres humains. Et donc je pense qu'effectivement, la façon avec laquelle nous allons tous collectivement réagir va plus ou moins jouer sur la croissance et plus ou moins jouer, enfin sur l'impact sur la croissance et va plus ou moins jouer aussi sur les marchés financiers. On a constaté une baisse drastique du prix du baril de pétrole. Est-ce que le coronavirus peut expliquer ce changement brutal ? Ce n'est pas le coronavirus directement. Disons que là, il y a une conjonction d'éléments. Alors peut-être qu'il y a eu des opportunités qui se sont créées et qui ont amené peut-être l'Arabie Saoudite, puisque c'est d'elle dont il faut parler, à prendre cette décision. En fait, on s'aperçoit, voilà, c'est un jeu à trois entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis. Je pense qu'au départ, ce n'est pas le coronavirus qui est à l'origine de la décision de l'Arabie Saoudite d'inonder le marché de pétrole. Quelles peuvent être au quotidien les conséquences pour les Français face à ce coronavirus ? Alors moi, je ne suis pas sociologue. Je peux vous parler des réactions économiques. Au quotidien, voilà, ce sera la difficulté de se déplacer. Le quotidien, les étudiants de l'université le vivent tous les jours. Vous avez parlé du confinement, de la quarantaine. Donc c'est sûr que ça va ralentir les échanges et le quotidien sera différent. Quels sont les secteurs qui sont particulièrement touchés ? Alors, les secteurs qui sont directement touchés aujourd'hui, ce sont bien sûr les secteurs qui sont liés au tourisme. Tout ceci a ralenti le tourisme de façon très importante. Et donc, paradoxalement, les États-Unis, qui vivent beaucoup du tourisme, vont être aussi fortement impactés. Les secteurs les plus touchés aujourd'hui en France, c'est évidemment l'hôtellerie, la restauration, tout le domaine événementiel, avec tous les événements qui sont annulés. Et puis là, on vient de le voir aujourd'hui avec les grandes compagnies aériennes, donc tout ce qui est lié au transport est directement impacté. A contrario, est-ce qu'il y a des domaines qui sont épargnés ? Alors il y aura toujours forcément à quelque chose malheur et bon. Je pense par exemple à la communication numérique. On est en train de se poser tous la question, voilà, comment réussir à travailler avec nos étudiants si on doit le faire à distance. Et donc voilà, tout ce qui est domaine de travail à distance va se développer, ça c'est évident. Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre pour la suite ? Non, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Moi, ce que j'aurais tendance à vouloir dire et à faire partager comme message, c'est qu'encore une fois, il faut raison garder. Je pense que sur la question de la santé, on a quand même des autorités qui sont responsables aux quatre coins de la planète. Et en ce qui concerne les conséquences économiques, ça va dépendre de nos réactions, de nous, citoyens. Donc, c'est pas écrit. Voilà, donc l'histoire, elle va s'écrire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et c'est à nous de faire en sorte à ce qu'on reste raisonnable dans la mesure du possible. Merci Didier Van Peteghem. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la FGES et que vous êtes enseignant-chercheur en économie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Et dans le reste de l'actualité, c'est la première cause de cécité absolue dans le monde. Et pourtant, le glaucome, une pathologie oculaire grave, est loin d'être connue par le grand public. Depuis 9 ans, l'UNADEV procède à une large campagne de sensibilisation pour faire connaître les dangers de cette maladie. Un reportage de Juliette Dick et de Léonie Jouet. Le glaucome, maladie oculaire rare, touche environ 2 à 3% de la population française. À Lille, le bus de l'association UNADEV s'est installé en plein centre-ville pour dépister les habitants de la métropole. Prenez bien le front. Donc le glaucome, c'est une maladie qui touche le nerf optique. Elle se développe, on n'a aucun symptôme. Ensuite, les symptômes vont arriver, c'est-à-dire des déficits au niveau du champ visuel. Et à partir du moment où ces déficits arrivent, c'est qu'il y a à peu près un tiers du nerf optique qui a été touché. Donc on peut soigner à tout moment, mais une fois que le champ visuel est touché, on ne pourra plus récupérer ce qui a été perdu. Ça arrive plus fréquemment avec l'âge. Les personnes âgées et celles avec des antécédents familiaux sont les plus touchées. La plupart des gens qui viennent sur le bus sont des personnes assez curieuses, qui se demandent ce qu'on fait là ou ce qu'on propose. Beaucoup de gens viennent aussi parce qu'ils sont touchés par un glaucome, donc ils ont besoin d'informations ou d'être rassurés. Rassurer les personnes, mais aussi accorder un rendez-vous dans un court délai,
sont les objectifs de l'association. J'ai eu un problème en décembre déjà qu'on m'a dit que j'avais un glaucome. Et j'avais pris rendez-vous, mais je ne pouvais pas avoir avant juin. Donc j'étais dans la voiture et j'ai entendu qu'il y avait un bus qui consultait pour les glaucomes. C'est quand même important, je trouve. Et pourquoi? Parce que si on nous déclare quelque chose, on peut quand même se faire soigner avant. En l'espace de 3 jours, l'association a accueilli près de 300 personnes, une action de sensibilisation réussie pour la Semaine mondiale du glaucome. Et on finit ce journal avec une belle initiative. Comme Dubois et Maud Petit sont allés à la rencontre de l'association Magdala, qui depuis le 3 mars vient proposer aux étudiants de l'Université catholique de Lille des frites maison et solidaires. À 7 ans, Sandrine a travaillé comme agent d'entretien à Ronchin avant de vivre une période de chômage. Elle s'est lancée un pari audacieux. Depuis une semaine, elle travaille avec 3 autres salariés dans ce food truck solidaire. Ça me plaît. Le monde des gens, le contact des étudiants. Et ça nous fait du bien de travailler un petit peu. Le rythme du travail, on peut se lever plus tôt le matin. J'aime bien. Sandrine fait partie de l'association Magdala qui accueille des personnes en situation de précarité et de fragilité qui ont du mal à trouver leur place. Magdala, ça revient, en fait, c'est en lien avec la Bible. Dans la Bible, on retrouve, dans les évangiles, on retrouve le nom de Magdala, Marie de Magdala, qui était une personne qui vivait à Magdala. Et en fait, c'est une personne qui s'est rapprochée de Jésus dans les évangiles, avec tout ce qu'elle était, avec tout son poids de péché. C'est un peu chacun de nous à Magdala, où on est invité à se relever, quoi, à relever, puis de croire que Dieu nous accompagne dans cette remontée, quoi. C'est à la propre initiative des membres de l'association que le food truck est né. Magdala s'est dit pourquoi pas réfléchir un peu à l'emploi. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tous ensemble, on réfléchit à quelque chose qu'on pourrait faire d'assez simple, d'assez local. Les frites, c'est local, c'est du Nord. Une initiative fortement encouragée et soutenue par l'ensemble des membres de l'association. Certains, comme Marie-Christine, ont même fait le déplacement pour distribuer des tracts dans la bonne humeur et attirer les clients. Je distribue des flyers pour que les néolibéraux goûtent à la bouffe du peuple. C'est ça. Oui, c'est ça. Enfin bon, en fait, c'est pour les encourager à partager des frites, quoi. Ils ont acheté des frites surtout. Au moment de partir, l'équipe est satisfaite. En 2 heures, ils ont vendu 80 repas, un record pour l'association. C'est la fin de ce journal télévisé. C'est également le dernier journal télévisé étudiant que nous aurons produit cette année. Je tiens à remercier Ivoire Adouche qui m'a aidé à réaliser cet épisode et à bientôt j'espère.